Salut tout le monde, bienvenue à Blue Chip Prospect pour le top 32 final de l'année. Aujourd'hui, on fait du numéro 32 au numéro 17 et on commence ça à l'instant. Au numéro 32, on a Max Psenichka, qui est un défenseur droitier, un grand défenseur de 6 pieds 5, 185 livres, qui a joué 24 parties dans la WHL cette année pour les Portland Winterhawks. Il a joué 24 games, il a fait 1 but, 7 points au total. En termes d'offense, ça ne sera pas le plus grand joueur dans la Ligue nationale, on s'entend. On pourrait dire que son offense était une petite affaire en bas de la moyenne, mais c'est quand même relativement un bon patineur. Pas un patineur explosif, mais un bon patineur, surtout pour sa grandeur à 6 pieds 5. Un gars que sa valeur va être du côté de la défense ou du côté de la première passe. Un gars qui va esquiver le forecheck quand il va aller en récupération de rondelles en fond de territoire, mais pas nécessairement un grand joueur d'offense. Un coup qui va avoir dépassé la ligne bleue offensive, il ne se passera pas grand-chose avec lui, juste des petites distributions de rondelles ordinaires, passer la rondelle sur le long de la bande, mais rien de plus que ça. C'est pas un gars qui va descendre dans la zone, essayer de faire des passes dans l'enclave à la Lane Hudson. C'est pas son jeu. C'est un gars qui va être physique, qui patine bien, bonne défense, bonne transition. Un joueur qu'on pourrait comparer, mettons, à un Michael Kesselring dans la Ligue nationale, donc peut-être un potentiel numéro 4. Type de joueur qui devrait sortir probablement dans le top 45 du repêchage. Je ne suis pas sûr qu'il va être un joueur de première ronde, mais moi, personnellement, je l'ai au numéro 32 et on passe au prochain. Et au numéro 31, on a Kurban Lematov, un défenseur russe qui joue dans la MHL, un défenseur qui tire de la gauche, un autre grand défenseur à 6 pieds 4, 190 livres. En 46 parties dans la MHL, il y a eu 8 buts, 23 points, donc pas une très, très grande production. On pourrait dire que c'est une petite affaire au-dessus d'un joueur comme Alexander Romanov ou Gavrikov, quelque chose comme ça. L'aspect de Kurban Lematov qui sort le plus, c'est définitivement son patin. On pourrait dire que c'est probablement un patineur proche de élite. Moi, je l'ai mis à 8.5 sur 10. Donc, 8, c'est le chiffre que je mets pour les patineurs high-end. Donc, 8.5, c'est quelque part entre high-end et élite. Probablement un joueur aussi que sa plus grande force va être la défense dans la Ligue nationale ainsi que la transition en utilisant son patin pour justement s'évader des forecheckers puis trouver une façon de trouver de l'espace sur la patinoire. Un gars qui est quand même relativement agressif des deux côtés de la rondelle. Oui, il fait beaucoup de choses en zone offensive, sauf que c'est très chaotique. Mais défensivement, je trouve qu'il suit très bien le porteur de la rondelle. Il a un excellent patin, donc il est capable de le suivre sans aucun problème. Il est aussi très physique. Un joueur que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Je sais, encore une fois, un peu comme Max Psenichka, je suis pas sûr que c'est un joueur de première ronde. On verra la semaine prochaine. Mais moi, de mon côté, dû à son patin, dû à son agressivité, c'est vraiment un type de joueur que j'aime aussi. C'est un gars de 6 pieds 4, on s'entend. Je pourrais dire que c'est un type de joueur qui a encore un potentiel comme un numéro 4, un joueur qui va jouer dans les deux sens de la patinoire. On pourrait comparer, mettons, à un Philip Broberg. Je dis pas nécessairement qu'ils vont... Quand je dis un nom comme ça ne veut pas dire que s'ils vont atteindre ce potentiel-là. C'est plus dans le style de joueur. Philip Broberg, c'est un patineur extraordinaire aussi, mais je le vois un peu de la même façon pour Kurban Lematov. Donc, on passe au prochain. Au numéro 30, on a un joueur complètement différent. On a Shane Vanzaghi, qui est un ailier droite, qui tire de la droite, qui a joué dans la NCAA toute la saison. Il a joué 37 parties, 6 buts, 16 points. Ce qu'il faut retenir, c'est comparativement à un joueur comme Colin Potter, qui a eu plus de points durant la saison, Shane Vanzaghi a probablement joué approximativement quelque part entre 12 et 13 minutes toute la saison, ce qui est vraiment pas énorme. Donc, c'est quand même très bon qu'il ait eu 16 points avec ces minutes-là. Shane Vanzaghi, c'est un joueur de 6 pieds 2, 216 livres, donc il est très gros, il est très massif, il est aussi très, très, très physique. En termes de patin, c'est le joueur dans le top comme 45, si on veut, que j'ai le plus bas grade pour son patin. Je l'ai à 5, ce qui est à dire, dans le fond, sous la moyenne. J'aurais pu le mettre à 4.5 même, qui est dans le fond entre mauvais ou poor, dans le fond, et sous la moyenne. Mais c'est un joueur qui a des bons skills, il a des bonnes mains, il a des bonnes mains dans le trafic. C'est un joueur qui est intelligent, qui trouve les ouvertures sur la glace, qui est capable d'anticiper les jeux. Comme je disais, il a des bonnes mains, il a un bon tir, il est fort, il fait des belles passes, il est très compétitif. Donc, il amène beaucoup. C'est un genre de Mason Marchment, si on veut, qui vient d'être échangé à Seattle. On pourrait le catégoriser comme un joueur comme énergie puis power forward, comme un mix des deux, si on veut. Je pense pas que c'est nécessairement un joueur de top 6 pur et dur. Je pense que c'est plus un joueur de middle six, le type de joueur qui se retrouve comme ailier
sur la troisième ligne, mais qui peut aussi être un joueur complémentaire sur une deuxième ligne pour dépanner si, admettons, on a une blessure ou quelque chose comme ça. Pas nécessairement un gars qui va mettre beaucoup de points sur le tableau, à mon avis, sauf qu'il y a quand même un certain potentiel dû à sa grosseur, sa force, son intelligence sur la glace, sa combativité, ses mains, son tir. Donc, il amène un petit peu de tout, sauf qu'il y a définitivement un step qui doit être pris avec son patin, parce que sinon, la Ligue nationale, ça va être très dur. Il va arriver en retard sur chaque jeu, puis ça ne fonctionnera juste pas. Donc, il faut qu'il prenne un step de ce côté-là, mais le reste, c'est vraiment très bon. Au numéro 29, j'ai Václav Nestrasil ou Václav Nestrasil, comme qu'ils disent dans la USHL. C'est un autre gros joueur. On parle d'un joueur de 6 pieds 6, un ailier droite qui tire de la droite aussi, 185 livres, donc pas relativement, dans le fond, très léger pour sa grandeur. On parle d'un gars qui devrait probablement jouer au-dessus de 200 livres, au-dessus de 210 livres dans la Ligue nationale. En 61 parties dans la USHL, il a seulement fait 42 points, incluant 19 buts, ce qui est vraiment pas énorme, même qu'on pourrait dire que sur son équipe, il était souvent le troisième meilleur joueur, sauf qu'en termes de projection, quand on prend en compte le patin pour sa grandeur, son intelligence sur la glace, sa combativité, sa physicalité, ses qualités de passeur, ses qualités de manière de rondelle, si on prend tout ça ensemble, on peut faire une projection d'un joueur qui va probablement jouer dans un middle six, comme je disais un peu avec Shane Van Zaghi, type de joueur qui joue probablement sur une troisième ligne, mais qui peut monter sur une deuxième ligne pour dépanner, ou peut-être même qui atteint une deuxième ligne. Mais on ne parle pas d'un joueur de première ligne, à moins que tout aille bien. Moi, personnellement, je le compare un peu à un Alexis Protas. Encore une fois, je ne parle pas du même potentiel. Alexis Protas, il a fait, je ne me souviens plus combien de points, mais quelque part en 60, 70, 80 points cette année. Donc, je ne pense pas qu'il va se rendre jusque-là. Mais le même type de joueur qui va être capable de justement créer du chaos alentour du filet, puis de faire des jeux, de faire des belles passes, manier la rondelle dans le trafic. Puis c'est pas nécessairement le plus grand patineur non plus. J'ai donné un 5.5 en termes de skating. Fait que, mais c'est un joueur qui, quand je pourrais dire, un coup qui est parti, il est dur à arrêter, il est capable de prendre une bonne vitesse. Le problème, c'est de partir. Des fois, se séparer d'un défenseur le long de la rampe pour rentrer vers le milieu, des fois, ça peut être un peu compliqué à cause du patin. Mais il y a beaucoup de travail à faire. C'est un joueur qui est très raw, dans le fond. Là, un joueur qui, ça va prendre un certain temps avant qu'il se rende à la Ligue nationale. Il n'est pas prêt du tout, dans le fond. Donc, ça va prendre 2, 3, 4 ans s'il faut. Mais je pense que c'est un joueur qui peut être développé comme un joueur de middle six dans la Ligue nationale. Au numéro 28, on a un joueur complètement différent. On parle d'un joueur beaucoup plus petit. On a Colin Potter, qui est un joueur, en fond, là, de 5 pieds 10. Je pense même qu'il a mesuré à 5 pieds 9 et demi ou quelque chose comme ça au combine, 170 livres. Donc, vraiment pas un gros bonhomme. Mais un joueur qui a quand même mis 22 points, incluant 13 buts en 35 parties dans la NCAA, qui joue pour un programme quand même un petit peu plus obscur, mais un programme qui est en montée. On parle de Arizona State University. C'est quand même bien. Personnellement, je pense que c'est probablement le meilleur patineur du repêchage tout court. Oui, Schaefer est un excellent patineur. Oui, LG Mooney, c'est un excellent patineur aussi. Cameron Schmidt, c'est un excellent patineur aussi, sauf que Colin Potter, il a vraiment comme une petite coche de plus. Quand on le regarde jouer, il est juste magnifique à voir jouer. C'est un gars qui compétitionne relativement fort, pas nécessairement en défense, mais qui s'implique, ou du moins en offense, qui s'implique en transition. Mais étant petit comme ça peut être compliqué des fois de rentrer vers le milieu de la glace, mais je pense que c'est un joueur qui a vraiment un bon potentiel. La raison pourquoi je l'ai un peu plus bas, c'est parce que justement, il est à comme 5 pieds 9 et demi, mais il y a une chance que ce soit, on parle d'un genre de Frank Nazar ou quelque chose comme ça. Je pense pas qu'il ait la même drive de rentrer au milieu de la glace sans arrêt comme Frank Nazar faisait avec le USNTDP, mais ça peut être aussi plus compliqué de le faire au niveau de la NCAA, ce que Frank Nazar ne faisait pas dans son année de repêchage, étant donné qu'il jouait dans la USHL. Colin Potter, c'est probablement plus un shooter qu'un playmaker. À mon avis, c'est pas nécessairement le meilleur des passeurs. Il a quand même une bonne vision, mais je pense que son habilité, c'est plus ses mains et son tir, incluant son patin. Mais ça reste un excellent joueur. En termes de potentiel, on parle d'un gars top 6. C'est un gars qui, selon moi, devrait sortir dans la première ronde à cause que, justement, son patin, il sort. C'est probablement le meilleur du repêchage, comme je disais. Mais c'est pas impossible qu'un petit joueur comme ça sorte de la première ronde, déboule en deuxième ronde, puis, tu sais, mettons, il tombait jusqu'au numéro 41. Je serais extrêmement content que le Canadien le repêche au numéro 41. C'est tout un joueur. Donc, potentiel top 6, probablement un genre de Frank Nazar, mais ça se peut très bien aussi qu'il ne joue même pas dans la Ligue nationale à cause du fait que c'est un gars de 5 pieds 9. On ne sait jamais. Au numéro 28, on a Malcolm Spence, qui est un joueur, dans le fond, qui est pratiquement assuré de jouer dans la Ligue nationale. On ne parle pas nécessairement
d'un joueur comme avec un haut niveau, probablement un autre joueur style middle six encore, relativement limité en termes d'offense, même étant un des joueurs les plus vieux dans toute la OHL. Il a fini avec seulement 73 points en 65 matchs dans la OHL, ce qui est vraiment pas énorme pour un joueur là, qui est né en septembre. Là. Donc, vraiment un des joueurs les plus vieux de tout le repêchage. Mais ça reste un gros bonhomme, un gars de 6 pieds 1, 200 livres. C'est un ailier gauche qui tire de la gauche. Il fait tout bien. C'est un gars compétitif. C'est un gars qui a quand même relativement un patin correct. C'est pas le meilleur patin, mais un bon patin, qui est intelligent sur la glace, qui a des bonnes mains, qui a un bon tir, surtout de l'enclave, qui est capable de faire des belles passes, qui a beaucoup de détails dans son jeu. Il s'implique physiquement, il s'implique défensivement. Il fait un peu de tout. T'sais, moi, personnellement, je le compare à un gars comme Alex Killorn, qui a vraiment été comme ça dans toute sa carrière. Un joueur qui était physique, un gars qui s'impliquait en offense, en défense. Juste un excellent joueur à avoir dans ton alignement. Je pense pas que c'est nécessairement le type de joueur que tu vas avoir, mettons, si tu repêches dans le top 16, mais si tu repêches plus, mettons, comme dans la vingtaine, je peux comprendre que Malcolm Spence fait du sens là. C'est relativement limité en offense, donc il va amener beaucoup plus sur la patinoire. C'est vraiment genre un style de two-way player. Personnellement, ça se peut très bien qu'il soit pris dans le top 20. Je pense que ça serait un petit peu haut. Moi, je l'ai plus bas que ça, comme qu'on peut voir au numéro 27. Mais n'empêche que ça reste un bon joueur no matter what. Donc, on y va avec le prochain. Et le prochain, c'est William Moore au numéro 26. Un joueur qui, selon moi, je pense que j'aime plus que la majorité des gens parce que quand je regarde les rankings des autres, c'est très rare que le monde l'ont aussi haut que ça. Ou du moins, je pense même pas que j'ai vu une seule personne qui l'a au numéro 25. Mais je trouve que c'est un joueur qui se compare bien avec un joueur comme un ton Ryan McLeod. Je pense pas que c'est un patineur autant explosif, mais ça reste un très bon patineur. C'est un joueur qui est intelligent sur la glace, qui se place bien. C'est un joueur qui a des bonnes mains, un bon tir, fait des belles passes. Il a une belle lecture du jeu, il compétitionne. Il y a un peu de travail à faire côté défensif, mais quand même, on voit qu'il s'implique. C'est un joueur qui a mis 59 points en 64 matchs, incluant 27 buts pour le USNTDP cette année, qui était complètement horrible. Fait qu'il est capable d'avoir une production dans cette équipe-là, c'est quand même très bien. C'est ça. Je pense que c'est un futur comme joueur playmaker, two-way forward, si on veut, dans le fond, qui quand même mesure 6 pieds 2, 175 livres actuellement. On pourrait parler d'un joueur qui va jouer dans les alentours de 195 livres, quelque chose comme ça, peut-être dans le futur à 6 pieds 2, 6 pieds 3. Donc, c'est quand même très bon. Je ne sais pas si c'est nécessairement un centre de deuxième ligne, mais c'est définitivement un centre de middle six, donc il pourrait jouer sur une troisième ligne. Mais je pense qu'il y a aussi un potentiel de se rendre jusqu'à une deuxième ligne. Est-ce qu'il va être pris dans la première ronde? Je suis pas convaincu, étant donné il y a beaucoup de rankings qui l'ont dans la deuxième ronde. Moi, personnellement, je trouve que c'est un joueur de première ronde. Je pense qu'il fait trop d'affaires bien. Puis en plus que la saison a avancé, plus qu'il a commencé à utiliser son physique pour prendre de l'espace, pour frapper les joueurs, même au U18 là, en avril, il a détruit quelques joueurs sur la glace. Puis c'était quand même relativement impressionnant parce que c'est pas quelque chose qu'il a fait toute la saison, c'est quelque chose qui s'est amélioré au fur et à mesure que la saison a avancé. Donc, on parle quand même d'un centre ou qui peut peut-être jouer à l'aile aussi, un centre qui tire de la gauche, un bon playmaker qui fait tout bien sur la glace, qui a quand même une projection dans le style middle six, peut-être deuxième ligne. Donc, quand même un joueur qui vaut son pesant d'or. Je pense que numéro 25, c'est très bien placé pour lui. On passe au prochain. Et au numéro 25, on a Will Horkoff, qui est un autre gros joueur. On parle d'un joueur de 6 pieds 5, 203 livres, qui a switché pour la NCAA en plein milieu de la saison. Il était au USNTDP pour la première moitié de saison, puis il a switché pour aller à Michigan pour jouer avec Michael Hage. On parle d'un joueur qui est probablement un type middle six, si on veut, dans le fond, un joueur encore qui va jouer probablement sur une troisième ligne. Je pense pas vraiment que c'est un joueur de top 6, mais c'est un autre gars que je pourrais comparer, mettons, à un Mason Marchman, un gars qui est un energy finisher style de joueur. Je pense que son patin est probablement le facteur de limite dans où ce qu'il va se rendre au niveau de la Ligue nationale, parce que ça reste un joueur qui est intelligent sur la glace, qui est capable de voir les ouvertures, qui est capable de voir les lignes de passe, qui est capable d'anticiper les jeux. Il se débrouille très, très bien le long des rampes, il est capable de protéger la rondelle en utilisant son corps, il est capable de créer de l'espace, il est capable de libérer la rondelle, trouver une façon de la ramener vers le milieu de la glace pour prendre un tir de l'enclave ou faire une passe vers l'extérieur. Offensivement, il fait du bon travail. C'est du travail simple,
C'est pas du travail compliqué, c'est pas une question de créativité, mais c'est quelque chose que toutes les équipes ont besoin dans la Ligue nationale. Donc, si c'est pas un joueur, mettons, de deuxième trio complémentaire, c'est un joueur qui va pouvoir jouer sur un troisième trio puis quand même créer de l'offense à sa façon. C'est un joueur qui va s'impliquer défensivement, c'est un joueur qui va s'impliquer physiquement en utilisant son corps pour créer de l'espace, pour aller finir proche du filet. Donc, il amène beaucoup sur la glace en dehors de juste créer de l'offense pure et simple avec la créativité. Encore un peu comme plusieurs autres, est-ce que c'est un joueur que je pense absolument va sortir dans la première ronde? Non, je pense que, comme je disais, le patin est un peu comme un facteur de limite pour lui. Ça se pourrait très bien qu'il sorte dans le top 40, dans le top 45. Ça se peut que la première ronde, ce ne soit pas le cas. Mais moi, personnellement, je l'aime beaucoup. C'est un joueur que j'ai monté après le U18. Avant le U18, je l'avais, je pense, 34e ou 35e, quelque chose dans ce style-là. Puis je l'ai monté à 25e après le U18 parce que je l'ai trouvé vraiment, vraiment bon. Donc, c'est ça. On passe au prochain. Next, au numéro 24, on a un autre gros joueur de 6 pieds 4, 183 livres et on parle de Jack Nesbitt, le centre qui tire de la gauche des Spitfire dans la OHL. On parle d'un joueur qui a mis 64 points, incluant 25 buts en 65 matchs dans la OHL. Donc, une bonne production, pas nécessairement une production qui sort de l'ordinaire, mais quand même relativement une bonne production. Un joueur qui a pris aussi plus d'importance dans l'équipe, plus que la saison a avancé. La raison pourquoi je l'ai au-dessus des autres joueurs de 6 pieds 4, 6 pieds 5 qui ont aussi des petits problèmes de patin, qui sont tout en arrière de lui, c'est que personnellement, je pense que c'est le plus doué. C'est celui qui a le plus de talent avec ses mains, qui a le plus de créativité avec la rondelle sur son bâton, comparativement aux autres qui sont en arrière. Peut-être qu'on pourrait dire que William Moore, le même type de créativité, le même type de talent, mais William Moore, il est à 6 pieds 2, Jack Nesbitt qui est 6 pieds 4, 6 pieds 5. Donc, on ne parle pas là, nécessairement du même gabarit non plus. C'est un joueur qui est physique, qui est capable d'utiliser son gabarit pour créer de l'espace, pour gagner ses batailles. C'est un gars qui est fort, c'est un gars qui compétitionne fort. Il est intelligent sur la glace, des bonnes passes, il a un bon tir, il a vraiment des bonnes mains, il a une bonne créativité, il fait des passes par en arrière, des passes entre les jambes. il fait des bons jeux. En fond, tu le regardes puis tu te dis, il y a quelque chose de plus, admettons, qu'un Will Arkoff dans son jeu. Will Arkoff, c'est beaucoup plus simple. Jack Nesbitt, il a quand même un certain talent. Comme Will Arkoff ou plusieurs autres joueurs avant lui, il est limité par son patin. C'est un autre gars que j'ai à 5.5 sur l'échelle de 10. Ce qui est à dire, en fond, qui est sous la moyenne. C'est pas excellent, mais c'est aussi pas aussi mauvais que je pense plusieurs personnes le voient. Je pense qu'il y a du monde qui l'ont catégorisé comme poor, dans le fond, là, qui serait un 4 pour moi. Je suis pas rendu là. Je pense que son patin est quand même correct. Puis quand on prend sa grandeur, en plus de 6 pieds 4, je pense qu'il va être capable de s'organiser au niveau de la Ligue nationale, mais ça va prendre un certain temps pour qu'il s'y rende. C'est un joueur qui est quand même relativement raw. Sauf qu'on parle quand même d'un joueur de middle six. Je sais pas si c'est un joueur qui va être pris en première ronde encore une fois, mais je pense que des joueurs de 6 pieds 4 qui ont ce type de talent-là, c'est pas des joueurs qui... Il en pleut pas. Donc, je serais quand même surpris qu'il sorte de la première ronde, mais c'est pas nécessairement impossible. Donc, je disais, un joueur qui, dans le fond, probablement middle six, mais qui a aussi un potentiel de top 6 dans la Ligue nationale. Donc, juste un bon choix pour une équipe qui a besoin d'avoir un joueur qui a un petit peu de potentiel, mais aussi qu'on est pratiquement sûr qu'il va jouer dans la Ligue nationale. Next, au numéro 23, on a un joueur complètement différent. On parle de Ben Kindle, qui est un joueur de 5 pieds 10, 180 livres, qui a mis beaucoup de points sur le tableau. On parle de 99 points, incluant 35 buts en 65 parties dans la WHL. C'est un joueur qui joue un petit peu au centre, qui joue un petit peu à l'aile, mais qui risque probablement d'être un ailier droite qui tire de la droite. Mais c'est aussi un joueur qui fait tout bien sur la glace. C'est un bon patineur, c'est pas un excellent patineur, mais c'est un bon patineur, sauf que pour son gabarit, on aimerait ça qu'il y ait peut-être un petit step de plus, mais ça reste un joueur qui est quand même dynamique. Il a un très bon tir, c'est un encore meilleur passeur. Je pense que c'est un meilleur passeur qu'un tireur, sauf qu'il a quand même un très bon tir. C'est un gars qui compétitionne fort, mais on parle quand même d'un gars de 5 pieds 10, donc qui est plus facile à tasser. Très intelligent sur la glace, trouve les ouvertures, anticipe les jeux. Il a vraiment pas peur d'aller finir au filet non plus. Il a des excellentes mains, des mains rapides. Il est capable de garder la rondelle dans le trafic, garder la rondelle quand il se fait bumper à gauche, à droite par des joueurs de l'autre équipe. Donc, vraiment un joueur qui peut tout faire sur la glace, qui va même bien jouer défensivement, qui va s'impliquer défensivement, qui va essayer de s'impliquer physiquement, qui est très dynamique dans la zone offensive. Tu sais, dans le fond, il me fait penser un peu à un genre de Jonathan Marchessault, type de joueur qui peut un peu tout faire, qui arrête jamais de travailler. Pour moi, c'est un joueur de première ronde.
Mais étant un joueur de 5 pieds 10, ça se peut très bien que comme Colin Potter, ce soit un joueur qui descende dans la deuxième ronde, puis même chose que Colin Potter, s'il tombe au numéro 41, c'est un joueur que j'aurais absolument aucun problème à choisir pour le Canadien de Montréal. C'est vraiment un joueur dynamique, un joueur qui a un potentiel de top 6. Ça se peut non plus que ça ne fonctionne pas, puis que ce soit juste un joueur de la AHL, admettons une star de la AHL, sauf que, à mon avis, je pense qu'il est trop bon pour ça, puis c'est rare qu'il est rendu au numéro 23 dans un repêchage, tu as accès à des joueurs qui ont fait 99 points en 65 matchs dans la WHL. Ça arrive pas tout le temps, mais c'est ça que Ben Kindle, dû au gabarit, va probablement descendre un petit peu, mais ça reste un excellent joueur. Next, au numéro 22, on a Bill Zonon. Et Bill Zonon, c'est quand même tout un joueur. Et on parle d'un joueur qui a quand même un certain gabarit aussi, à 6 pieds 2, presque 6 pieds 3, je pense, au combine, 190 livres. 83 points, incluant 28 buts en 64 parties dans la LHJMQ, jouant pour les Huskies de Rouyn-Noranda. C'est un centre qui tire de la gauche, mais il n'y a pas vraiment un très bon taux de réussite au cercle de mise en jeu. Ça se peut très bien qu'il soit tassé à l'aile aussi, mais c'est un joueur qui, selon moi, devrait sortir dans la première ronde. Il amène trop d'éléments dans son jeu pour qu'il sorte de la première ronde, malgré qu'on ne sait jamais. Les équipes ils aiment les joueurs qui aiment, donc des fois, il y en a qui tombent. Mais je suis quand même surpris pour Bézonon parce qu'on parle d'un joueur qui a du gabarit, un gars qui patine un peu spécial, mais qui est quand même, je dirais, dans la moyenne en termes de vitesse, en termes de power dans ses jambes. Un joueur qui est intelligent sur la glace. Il a des très bonnes mains, il est capable de trouver ses coéquipiers, il a une bonne qualité de passeur. Son tir est un petit peu moyen, je dirais, sauf qu'il est quand même précis. Il est capable aussi de faire un bon catch and release où il attrape la rondelle et tire la rondelle en un mouvement. Il est compétitif, il travaille fort dans les deux sens de la patinoire, il est physique. Il fait un peu de tout de bien dans le fond. Il me fait penser à Rickard Rakell. Ça serait excellent. Dans le fond, si tu peux avoir un joueur comme Rickard Rakell au numéro 22, c'est très, très bien. C'est un joueur d'énergie, mais c'est aussi un playmaker. C'est aussi un joueur qui est capable de finir avec un bon tir, qui est capable d'aller finir au filet aussi. Il a une belle vision du jeu. Selon moi, c'est un joueur qui a un potentiel top 6. Ça se peut très bien que ce soit juste un middle 6 aussi, mais un joueur qui a un bon potentiel au niveau de la Ligue nationale. Et au numéro 21, on a Blake Fiedler, un autre gros joueur de 6 pieds 4 qui a mesuré à 220 livres au combine, donc un gros et pesant joueur, défenseur qui tire de la droite. Il a mis 33 points, 10 buts en 64 parties dans la WHL en jouant pour les Oil Kings d'Edmonton. Je pense que pour ce qui est de Blake Fiedler et ses attributs, il y a comme deux écoles de pensée. Il y a du monde qui pense que c'est un excellent patineur. Il y a aussi du monde qui pense que c'est un patineur carrément mauvais. Moi, je pense qu'il est entre les deux, dans la moyenne des joueurs de sa grandeur, même dans la moyenne des patineurs en général. Je pense que la majorité de sa valeur, dans le fond, pour Blake Fiedler, c'est un gars qui va nous amener beaucoup plus du côté défensif, côté première passe, côté transition, qui va nous amener du côté offensif, dans le fond. C'est pas un gars qui est très créatif côté offense, même s'il est capable de bouger est-ouest un peu à la ligne bleue, puis de trouver des lignes de passe, puis bouger les joueurs en avant de lui pour trouver une ligne de tir. Ça reste relativement simple. Il y a beaucoup de ces points que c'est juste une distribution bien normale de la rondelle à un allié sur le long de la rampe, puis l'allié, il fait tout le travail pour marquer un point, puis Blake Fiedler se ramasse avec un point. C'est pas extraordinaire, mais je pense qu'il y a un petit peu plus de potentiel que ce qu'on a vu cette saison. Ça sera jamais un grand distributeur de rondelles ou un grand joueur en transition, mais c'est un gars qui va défendre, qui va être physique défensivement, qui va être dans le fond, bloquer les joueurs le long de la rampe, qui va empêcher les joueurs de rentrer à la ligne bleue, puis qui va être capable d'aller chercher les rondelles en fond de territoire, puis de partir la transition avec une belle, bonne première passe. Donc, tu sais, un joueur quand même qui a son utilité, selon moi, un joueur qui va probablement topper comme une deuxième paire, probablement un numéro 4, à mon avis. Je pense pas que c'est un numéro 3, quelque chose comme ça. Un peu à la Eric Chernak, si on veut, un joueur défensif, mais un joueur qui est quand même capable d'avoir une belle première passe. Définitivement un joueur de première ronde. Je serais très, très, très surpris qu'il descende de là parce qu'à un moment donné, un joueur qui patine bien à 6 pieds 4, qui tire de la droite, il n'y en a pas une tonne. Même si c'est pas vrai, il y en a beaucoup. Mais je pense que c'est lui qui a le moins de points d'interrogation sur son jeu d'enfant. On sait ce qu'on a avec Blake Fiedler, même s'il est un petit peu raw, puis on sait qu'il y a du travail à faire avec. C'est lui qui a comme le jeu le plus solide puis le plus de potentiel parmi tous ces gros joueurs qui tirent de la droite. Là. Next, au numéro 20, et c'est là que je pense qu'on saute dans un autre tiers, dans le fond, parce que du numéro 21, de Blake Fiedler jusqu'au numéro comme 45, on parle de joueurs pas mal tous dans le même tiers. C'est sûr qu'il y en a qui ont plus de potentiel, moins de potentiel, plus de risques, moins de risques. C'est sûr si on compare, mettons, Blake Fiedler à
Colin Potter, par exemple. Je pense que Colin Potter a plus de potentiel, mais Blake Fiedler est un joueur qui est pratiquement sûr de jouer dans la Ligue nationale, qui a probablement un petit peu moins de potentiel. Donc, c'est pour ça, c'est tous joueurs même tiers, mais complètement tous des joueurs différents. Puis le nouveau tiers, dans le fond, qu'on parle là au numéro 20, il va à peu près jusqu'au numéro 14, 15, quelque chose comme ça. Donc, ça sera à voir dans le prochain vidéo. Mais on commence ça avec Cole Rejny, qui est un autre joueur de petit gabarit. On parle de 5 pieds 10, 187 livres. Je pense qu'il a mesuré à peut-être 5 pieds 11 au combine, je ne suis pas sûr à 100%. Un autre gars qui a fait 92 points, 26 buts en 62 matchs dans la WHL. Puis ça, on parle de cette production-là en commençant la saison vraiment là, très, très, très ordinaire. Là. Il est vraiment comme il a appuyé sur l'accélérateur rendu à la deuxième moitié. Puis dans les playoffs, encore mieux. Dans les playoffs, il a carrément tout détruit. Là. Je pense qu'il finit comme 25 ou 26 points en comme 11 parties. Donc vraiment des excellentes playoffs dans la WHL. On parle d'un centre qui tire de la gauche. Ça se peut très bien qu'il soit bougé à l'aile parce qu'on parle quand même d'un gars de 5 pieds 10, mais ça reste quand même un gars de centre en ce moment au niveau de la WHL. L'année prochaine, il s'en va dans la NCAA, donc ça sera à voir. Dans les trois petits joueurs, c'est le joueur qui a le moins de patins. Il est une petite coche en arrière de Ben Kindle, à mon avis. Ce qui pourrait être un problème parce que ça commence à être un peu limite pour un joueur de sa grandeur. T'sais, récupérer la rondelle le long de la rampe et essayer d'exploser pour pouvoir te séparer d'un joueur, mettons, qui te couvre, un défenseur qui te couvre, ça va être compliqué pour Cole Rejny. Même des fois, on le voit en transition, il traverse la ligne bleue offensive, puis il y a le joueur sur le dos. Mais l'avantage qu'il a, c'est que c'est un joueur très intelligent, qui a une excellente vision. Donc, il trouve des façons de protéger la rondelle jusqu'à temps qu'il y ait une ouverture pour être capable de l'envoyer à un autre joueur. Sauf que c'est un problème au niveau de la WHL. Donc, si on passe au prochain niveau, dans la NCAA, ça va être encore un problème. AHL, ça va être encore un problème. Puis NHL, ça va être encore un problème. Donc, il y a un step à prendre dans son patin, même s'il y a l'intelligence, l'anticipation, puis la vision pour exécuter, même s'il y a un problème de patin. En termes de mains, il y a des mains très rapides. Il y a de très bonnes mains capables de jouer dans le trafic puis de garder la rondelle sur son bâton. C'est un gars qui compétitionne fort. Il back-check, il joue en défense, il s'implique. C'est un excellent passeur. Il est capable de mettre la rondelle sur ton bâton avec précision, avec juste le bon poids sur la rondelle, la bonne vitesse, toujours flat. Côté tir, ça reste moyen. Il n'y a pas un gros tir. Puis je pense que c'est une des choses qu'il doit améliorer. Son patin puis son tir, c'est vraiment les deux choses à s'améliorer. Sauf que c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. On parle d'un playmaker pur qui pourrait faire beaucoup de points dans la Ligue nationale parce qu'il est juste excellent, dans le fond. Moi, je le compare un peu à un genre de Marco Rossi. Je pense que Rossi est peut-être un meilleur tireur, par contre, mais même type de joueur, si on veut, qui joue plus gros que sa grandeur, mais qui n'est pas un grand patineur. Mais tu entends que Marco Rossi avait comme beaucoup plus de points aussi. Là. Si je ne me trompe pas, il y a comme 110, 120 points, d'affaires comme ça dans la OHL. Fait que c'est un autre game. Mais n'empêche que je le compare un peu à ça. Je pense que c'est un joueur de top 6. C'est pas le type de joueur boomer bust qui, si ça ne fonctionne pas dans un top 6, il ne peut pas jouer mettons, sur une troisième ligne. Je pense que c'est un joueur qui peut facilement jouer dans une troisième ligne. Sauf que c'est principalement un joueur de top 6, mais ça se peut qu'avec son patin, ça ne fonctionne même pas. Puis ce soit juste genre, comme une star de la AHL, mettons. Donc, c'est ça. On passe au prochain. Donc, suivant Cole Rejny, au numéro 19, on a Logan Hensler, qui est un autre défenseur avec un bon gabarit, qui tire de la droite. On parle d'un joueur de 6 pieds 2, presque 200 livres à 196 livres. Pas mis beaucoup de points sur le tableau dans la NCAA en jouant pour Wisconsin. Il a mis 12 points, incluant 2 buts en 32 parties. Première moitié de saison, très difficile pour Logan Hensler. La majorité du monde s'attendait à beaucoup mieux que ça. Je pense que la majorité du monde qui avait un ranking en début de saison l'avait dans la première moitié de la première ronde parce que justement, c'est un joueur qui démontrait beaucoup d'habileté l'année passée. Cette année, ça a été plus compliqué en première moitié, mais dans la deuxième moitié, il a appuyé sur l'accélérateur. Il est devenu beaucoup plus physique, beaucoup plus impliqué le long des rampes. Juste comme plus agressif dans son jeu. Au lieu de laisser passer le monde à la ligne bleue et essayer de les garder vers l'extérieur en bloquant l'enclave, c'est plus le type de joueur qui allait te bloquer à la ligne bleue, qui allait utiliser son patin pour fermer le gap entre lui et l'attaquant, qui allait utiliser son patin pour aller piner un joueur le long de la rondelle pour récupérer la rondelle puis repartir avec. C'est un gars qui a un excellent patin. Puis pas juste en termes de vitesse, mais en termes de mobilité dans les quatre sens de la patinoire. Il est vraiment, vraiment bon pour te faire croire qu'il s'en va d'un côté, partir de l'autre. En transition, il est vraiment là, il est numéro 1. Il est capable de prendre la rondelle d'un bout à l'autre à chaque fois. Puis il peut répéter ça plusieurs fois par partie parce qu'il y a vraiment ce type de patin-là. Moi, je l'ai mis numéro 8 sur 10, dans le fond, ce qui veut dire high-end. Donc, ça pourrait même être 8.5, mais comme je disais tantôt, j'essaie d'être un petit peu plus conservateur dans mes chiffres. Mais c'est vraiment un excellent patineur. En termes de, je pense que la majorité de
son apport dans une équipe va être côté défense et côté transition. Côté offensif, je pense que c'est quand même limité. Il n'a pas mis beaucoup de points. C'est sûr que les points, ils paraissent pas bien. Il a fait plus de jeux qu'est-ce qu'il a mis de points. Là, on s'entend qu'à 12 points, ça paraît pas bien, sauf qu'il a quand même fait beaucoup de jeux au niveau de la NCAA, surtout en deuxième moitié de saison, mais je pense que l'offense risque quand même d'être un peu limitée au niveau de la Ligue nationale. Mais côté défensif, côté transitionnel, ça va être excellent. C'est un joueur qui est rendu beaucoup plus physique qu'il l'était en première moitié. Donc, quand on parle d'un gars de 6 pieds 2 qui patine comme ça, 200 livres, qui est physique, qui est impliqué, qui est agressif sur le porteur de la rondelle, je pense qu'elle a une très bonne valeur. S'il est capable de retrouver un petit peu de son offense, puis de créer plus de jeux, puis d'être un peu plus impliqué dans la zone offensive, descendre le long des rampes, essayer de trouver de l'espace, utiliser l'espace qui est donné pour envoyer des tirs, je pense que ça va être mieux, mais n'empêche qu'il a fait de très bons jeux cette année, donc il y a quand même un certain potentiel de ce côté-là aussi. Next, au numéro 18, on a Braden Coates, qui est probablement le joueur le plus constant dans tout le repêchage. C'est sûr que on enlève les joueurs comme Michael Misa et ainsi de suite quand on dit ça, sauf qu'on parle quand même d'un centre qui tire de la droite, qui mesure 6 pieds, 186 livres, qui a mis 63 points, incluant 26 buts en 60 parties dans la WHL pour Seattle. C'est pas excellent, mais c'est un gars que quand on prend ses attributs individuellement, sont tous above average. C'est tous des joueurs, mais c'est tous des attributs comme son patin, j'ai donné un 7. Dans le fond, tous ses attributs, j'ai donné un 7. Pour faire ça simple, là, son patin est excellent. Son intelligence sur la glace est excellente dans les deux sens de la patinoire. Ses mains sont vives, ses mains sont bonnes dans le trafic, c'est excellent. Compétitionne fort dans les deux sens de la patinoire. Il est très bon passeur, il a un très bon tir. C'est un gars qui est instinctif, c'est un gars qui a un moteur qui n'arrête jamais. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui va pour lui, sauf qu'en termes de tout prendre ça puis de faire de lui un joueur dynamique, il a comme pas réussi dans la WHL du moins. C'est sûr qu'il a joué pour Seattle, qui est une équipe quand même relativement moyenne, donc ça peut se comprendre des fois. Mais si on prend un joueur comme Lyndon Lakovic, lui, il a joué pour Moose Jaw, qui est une équipe pas juste moyenne, là, qui est une équipe horrible, puis il a quand même réussi à faire plus qu'un point par match. Tandis que Brandon Coates, lui, il n'a pas réussi à faire plus qu'un point par match. Donc, les attributs individuellement sont excellents, mais les prendre tout ensemble pour faire de lui un joueur dynamique, c'est comme pas arrivé. Peut-être au U18 qui a ressorti un petit peu du lot, mais c'est ça. Dans le fond, moi, je pense que c'est un joueur qui a un potentiel de top 6. Ça se peut très bien que ce soit aussi juste un joueur de troisième ligne, mais je pense qu'il a un potentiel de top 6 à cause de ses attributs individuels. Un genre de joueur que je compare à un Vincent Trocheck, un genre de two-way playmaker, si on veut. C'est définitivement un joueur qui va sortir dans le top 20, selon moi, parce qu'à cause qu'il patine bien, il a un gabarit qui est correct, c'est un centre qui tire de la droite, qui a quand même mis une coupe de points sur le board. Fait que c'est pas mauvais, c'est juste pas... C'est pas excitant comme joueur. C'est un peu vanné comme choix, mais ça se peut très bien qu'il devienne meilleur que qu'est-ce qu'il nous a montré cette saison aussi. Next, au numéro 17, et le dernier pour aujourd'hui, on a Cameron Reed, qui est un défenseur qui tire de la gauche dans un gabarit moyen, à 6 pieds, 174 livres. C'est quand même un joueur qui a mis 53 points, incluant 14 buts en 65 parties dans la OHL cette année, donc une très bonne production. En termes d'attributs individuels, on parle d'un joueur qui fait tout d'une façon excellente. C'est un excellent patineur. J'ai donné un 7.5. Défensivement, il est vraiment bon. Il est même plus physique qu'il était en première moitié de saison. Ça ne sera jamais un joueur très physique, mais c'est un joueur qui compétitionne fort pour gagner ses batailles, qui compétitionne fort pour bloquer les joueurs le long de la rampe ou pour les garder vers l'extérieur. Même s'il est plus petit que la moyenne, c'est vraiment un joueur qui va compétitionner. Un peu, quand on regarde Lane, il est plus petit, mais c'est un joueur qui définitivement compétitionne très fort. Mais on pourrait dire la même chose de Cameron Reed, mais il est un peu plus gros, mais il est définitivement pas au même niveau non plus offensivement, là. En transition, c'est un patineur qui est powerful. C'est un patineur qui est rapide, un patineur qui est agile. Il peut très bien bouger la rondelle d'un bout à l'autre. Il peut très bien bouger la rondelle aussi, juste avec une belle passe en plein milieu de la glace. C'est une stretch pass, dans le fond, là. Offensivement, quand il rentre dans la zone offensive, il est capable de bouger la rondelle. Il a un excellent tir aussi. C'est pas juste sa vision puis sa qualité de passe qui ressort du lot. C'est vraiment son tir aussi. Il a un bon one-timer. Il a aussi un très, très bon wrister. Comme je disais, physiquement, le fait qu'il est à 6 pieds, il est quand même limité, mais c'est un gars qui va s'impliquer physiquement. Donc, juste un excellent patineur avec un bon tir, une bonne vision, qui a mis des points sur le tableau. Il fait tout très, très bien. C'est juste une question
à 6 pieds 174 livres, ça se peut très bien que ça ne marche pas dans la Ligue nationale. Mais moi, je le vois un peu dans la façon d'un Gustav Forsling. Je ne m'attends pas à ce qu'il devienne comme un défenseur top tier dans la Ligue nationale, un peu comme Gustav Forsling. Mais je pense qu'en termes de style, c'est un joueur qui est capable de bien patiner, qui est capable de s'impliquer physiquement, qui défend très bien, même si ce n'est pas nécessairement le plus gros, qui est capable d'utiliser son bâton, qui est capable de bouger avec ses pieds pour couvrir de l'espace. C'est un peu ça, dans le fond, Cameron Reed. Il y en a qui le voient un peu plus comme un Jamie Drysdale ou un Cam York, quelque chose comme ça. Je pense qu'on est beaucoup plus proche d'un Gustav Forsling en termes de type de jeu, mettons, qu'un Drysdale. Donc, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. C'était ça pour le top 32. Semaine prochaine, lundi ou mardi ou quelque chose comme ça, je vais faire l'autre partie, puis on va faire du numéro 16 au numéro 1. Mais pour aujourd'hui, c'était ça. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, on se voit dans le prochain. Thank you. Peace.